étant donné que le développement est un facteur qui dépend de la culture, sans prendre en compte les éléments de sa civilisation dans la construction du développement, l'on ne peut pas gagner contre le sous-développement. Il n'est pas question seulement de couvrir sa nudité, mais l'habit véhicule la culture, véhicule l'appartenance à une certaine communauté, véhicule finalement l'identité de la personne. Hotep et bienvenue à la kémitosphère. Nous allons ce soir parler de l'aliénation comme cancer contre le développement en Afrique. L'aliénation est le fait d'abandonner cette pratique culturelle aux dépens de celle d'une civilisation qui est autre que la sienne. Nous allons dans cette vidéo traiter spécifiquement de l'aliénation dans le domaine de l'habillement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Père Médou est une plateforme à travers laquelle nous parlons des humanités classiques égypto-nubiennes, du panafricanisme et de la renaissance africaine. Je suis Alno, votre frère de combat kémite, votre frère de la cause africaine. La vidéo est axée autour d'un ouvrage intitulé « Modernité africaine égale à occidentalité », un essai de 103 pages publié en 2006 aux éditions L'Harmattan par le docteur Pogba Banassé. Pogba Banassé fait partie de ces docteurs africains qui ne s'occupent pas seulement du corps physique, mais aussi s'occupent de la santé mentale et intellectuelle des Africains. Entrons dans le vif du sujet. L'aliénation dans le domaine des habillements. Lisons le docteur. Nous allons faire la lecture et ensuite commenter. Nous sommes à la page 20 de l'ouvrage. Dans les sociétés africaines de façon générale, nous assistons à un abandon graduel des modèles vestimentaires typiquement africains au profit de ceux de l'Occident. Chez les jeunes, cette évolution se fait vers une certaine extravagance qui heurte les traditions établies dans ce domaine. En effet, il est devenu courant de voir des jeunes filles dont le désir de paraître moderne les pousse à des habillements qui offensent parfois le regard. Pantalons collants, jupes étriquées, corsage laissant partiellement apparaître les seins ou le bas-ventre. Telles sont leurs tenues de choix par lesquelles elles affirment leur modernité. Il n'est pas rare aussi de rencontrer des jeunes portant des pantalons ou des culottes dont la ceinture descend sous les fesses. Je dois me confesser ici, je portais aussi mes pantalons de la même façon quand j'étais au lycée. Continuons la lecture. Chez les O4 de l'État, la veste-cravate s'est pratiquement imposée comme la tenue correcte par excellence, perçue comme une marque de modernité. Cette tendance s'observe surtout lors des cérémonies d'accueil et de départ des hôtes à l'aéroport, à l'ouverture et à la clôture des séminaires ou conférences, à la signature des conventions et protocoles d'accord, à l'occasion des déclarations ou d'interviews à la télévision. Il en est de même lors des rencontres interafricaines, au cours desquelles les personnalités habillées dans les tenues nationales de leur pays se comptent au bout des doigts. On a comme l'impression que les intellectuels et dirigeants africains considèrent le style vestimentaire africain peu gratifiant ou pas décent pour des événements solennels, même sur leurs propres terres, encore plus chez les autres. En outre, il s'est établi comme une règle sacro-sainte pour les journalistes africains de l'audiovisuel de ne présenter le journal télévisé et les autres émissions spécialisées qu'en veste-cravate. Ce n'est que quelques rares fois qu'on peut les voir aux petits écrans en tenues africaines.
occultant en cela leur vocation de messager d'une culture et d'une civilisation au-delà de leur rôle de communicateur. On pourrait évoquer aussi le cas de l'introduction progressive des tenues occidentales dans certaines écoles privées à Conakry, où les élèves sont tenus d'être vêtus de gilets noirs sur chemise blanche avec cravate, nœud papillon. Même observation chez les étudiants sortant des universités, avec pour règle le port de toge avec bonnet confectionné selon le style occidental. Ce phénomène de mimétisme se répand à un moment où nos tisserands et nos teinturières, nos tailleurs et nos modélistes rivalisent d'imagination et de talent pour proposer des tenues africaines dont le charme et l'élégance n'ont rien à envier aux modèles étrangers. J'en ai eu la preuve lors de plusieurs voyages effectués dans de nombreuses capitales et villes européennes et asiatiques. Voyages au cours desquels, toutes les fois que les conditions climatiques le permettaient, je portais des tenues africaines. Tantôt le basin brodé, tantôt le boubou kindili ou forêt sacrée, ou encore le lépi. J'ai eu juste le plaisir de constater que ce soit dans la rue, dans les restaurants, dans les salles de conférence ou sur les sites touristiques, j'étais l'objet d'une grande admiration témoignée à travers de chaleureux compliments de la part des personnes rencontrées. Je garde en mémoire le souvenir que m'ont laissé les séjours au Québec, au Canada, à Venise, en Italie, à Genève, à la faveur des assemblées mondiales de la santé. Plus remarquable encore a été l'intérêt suscité lors des visites en Chine, notamment à la Grande Muraille, au tombeau des Ming, à la cité interdite, au Temple du Ciel, pour ne citer que celle-là. À toutes ces occasions, j'ai été impressionné par l'amabilité avec laquelle j'étais prié par plusieurs groupes de personnes d'accepter de prendre des photos en leur compagnie, simplement à cause de la forte sensation que produisait le type très particulier de tenue que je portais et qu'ils trouvaient admirable. Comme pour dire que dans le village planétaire de notre époque, l'uniformité à l'occidental laisse de plus en plus le monde indifférent. Ce sont plutôt les originalités qui sont recherchées et appréciées. À cet égard, ce n'est point vanité d'affirmer que l'Afrique dispose dans ce domaine du potentiel à revendre. Il reste que les Africains en prennent conscience et s'engagent à le mettre en valeur. Arrêtons la lecture à ce niveau. Donc, à travers la lecture, vous comprenez que ce soit dans le domaine scolaire, que ce soit auprès de nos chefs d'État, nos journalistes, qui sont censés véhiculer notre identité, c'est-à-dire notre culture à travers nos habillements. Parce que nos chefs d'État et nos journalistes sont comme nos premiers ambassadeurs. Mais ce sont eux-mêmes les plus aliénés. Oui, vous pouvez aisément constater que même pour des sommets à l'Union africaine, à Addis Abeba, tout le monde est habillé en veste, cravate. Les journalistes aussi, c'est pareil. Peut-être que ça commence un peu, mais c'est pareil. Dans 90% des cas, ou plus de 90% des cas, nos journalistes ne sont habillés qu'en veste, cravate. Mais même s'habiller en veste, cravate, mais sous quel climat? Quand vous prenez un pays, des pays du Sahel par exemple, où il fait extrêmement chaud, vous pouvez voir aisément que à midi, 13h, sous une chaleur de 50 degrés, des gens se baladent habillés sous cette chaleur-là, mais habillés en veste, cravate, bien serrée. Ils transpirent comme des porcs. Mais comme à travers cet habillement, pour eux, c'est qu'ils sont des civilisés. Pour eux, c'est que ils ont des moyens. Pour eux, c'est qu'ils s'habillent maintenant comme le maître.
qui s'habille comme le maître esclavagiste. Parce que tout ceci résulte de ce qu'on appelle la politique d'aliénation pratiquée sur les Africains, surtout des pays francophones, lors des conquêtes coloniales. L'objectif de la France à l'époque, c'était d'avoir des citoyens africains, mais qui vont se comporter exactement comme les Français. Donc, ça commence à travers les habillements, ça commence à travers, comment on appelle ça, à travers un système éducatif qui ne reflète en rien la civilisation africaine, mais plutôt conditionne ces Africains à penser et à réfléchir exactement comme les Français. Voilà ce dans quoi nous sommes tombés. Et ces facteurs-là, nous ne sommes que dans le domaine de l'habillement, mais la lecture va continuer. Par exemple, nous avons ici en Afrique, quand vous entrez dans une communauté, vous avez toujours des habillements spécifiques à ces communautés. Presque les grandes communautés en Afrique ont des habillements spécifiques que nous appelons des habillements traditionnels. Nous avons aussi des types de tissus. Le métier de tissage n'a pas commencé en Afrique aujourd'hui. Donc que ce soit au Burkina, au Mali, au Ghana, en Côte d'Ivoire, il y a des tissus spécifiques que nos tisserands font et des modèles d'habits qui vont avec. Donc, chez les Burkinabés, il y a des types d'habits où dès que tu portes, on dit que non, ça c'est le Burkina. Il y a des types d'habits aussi au Mali où quand tu portes, on dit non, ça c'est le Mali. Il y a des types d'habits où quand tu portes, on dit non, ça c'est le Ghana. En fait, l'habit, il n'est pas question seulement de couvrir sa nudité, mais l'habit véhicule la culture, véhicule l'appartenance à une certaine communauté, véhicule finalement l'identité de la personne. Quand nous nous habillons comme les Occidentaux, en plus d'utiliser leur langue, nous nous habillons comme eux. On s'attend à quoi? On s'attend à construire leur développement. Donc, vous voyez que ce qui cartonne sur le marché européen en tant qu'habillement, c'est ce que les jeunes Africains aiment. Parce qu'ils sont dans une dynamique d'aliénation culturelle liée à l'habillement. Donc, l'Afrique aura à gagner à se détacher de ces éléments-là, mais se spécialiser dans ses propres modes vestimentaires, styliser cela encore davantage, améliorer, je vais dire même améliorer la qualité des habits que nous tissons et faire de cela des types de tissus et des types de modèles qui vont rivaliser les autres sur le marché international. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra faire le développement. Parce que si tout le monde aime ce que le tisserand fait à côté, ces tisserands seront obligés d'améliorer, la qualité de leurs produits parce qu'ils auront assez de moyens. De deux, ils vont employer d'autres main-d'œuvre parce que la demande augmente. Et c'est de cette façon qu'on crée de l'emploi. N'attendons pas tout des fonctions publiques. Et pour ça, les États doivent nous aider en faisant la promotion de nos habits locaux, en faisant la promotion de nos habits qu'eux, ils appellent traditionnels. En réalité, c'est ces habits-là qui reflètent notre identité. C'est ces habits-là qui reflètent un peu notre civilisation. Mais comme aucun moyen n'est conjugué dans ce domaine, les tisserands sont obligés de se débrouiller et finalement, ils produisent ces habits, mais c'est même très cher. Ça fait que le citoyen moyen n'a pas accès à ces habits. C'est très cher. Ce n'est pas à la bourse de tout le monde. C'est pourquoi, quand vous êtes en circulation en Afrique, vous verrez que très peu portent. Beaucoup aiment, mais ils ne peuvent pas accéder à cela parce que c'est cher. Nous devons faire des investissements dans ce domaine. Nous ne devons que comme ça que le développement se fait. Peut-être, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être, merci et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.